Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Liqa Khas qui reçoit ce soir le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Kamara Saloum Mohamed. Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Je vous souhaite avant tout bonne et heureuse année, qu'elle soit pleine de succès et de réussite pour vous et pour le département que vous dirigez. Monsieur le ministre, comme vous le savez, le thème de ce soir sera axé sur les réalisations, les défis et les perspectives. Vous êtes, je le rappelle, ministre de la fonction publique, du travail, de la modernisation de l'administration. Donc, le débat va tourner autour des trois axes principaux qui sont inscrits dans l'intitulé de votre département. Avant d'entrer dans le débat, je voudrais d'abord que vous nous présentiez votre département et le rôle pivot qu'il joue dans le dispositif gouvernemental. Merci, monsieur le journaliste. Et avant de commencer ce débat ou cette émission, je voudrais juste faire une petite perspective par rapport à un problème. C'est-à-dire, je salue cette innovation, cette action innovatrice qui est décidée par le chef de l'État de mettre en rapport les gouvernants et les citoyens. Face à la caméra, face à l'État, cette innovation a pour objectif de permettre à cette population, à cette situation, de mesurer la performance de la gestion publique. Ça, c'est une innovation. Ça n'a jamais été en Mauritanie. Aujourd'hui, on nous demande de venir, de dire devant la population ce qui s'est passé pendant un certain temps de votre gestion. Ça, c'est une innovation importante. Je voudrais simplement rappeler que cette innovation est un principe démocratique. Et ça démontre aussi les engagements du chef de l'État dans la promotion des droits des individus, dans la gestion de la chose publique. Et ce principe démocratique remonte, pour vous dire, monsieur, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Ça veut dire quoi? De l'article 14 et l'article 15 disent expressément que les citoyens peuvent constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de l'efficacité de la gestion et d'en suivre l'emploi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le deuxième article, c'est l'article 15 qui dit que tous les citoyens ont le droit de demander des comptes à l'administration. Vous voyez, donc c'est une innovation que je voudrais saluer aujourd'hui qui démontre la volonté du chef de l'État d'innover et de garantir aux citoyens la restauration d'un état de droit. Voilà ce prélude que je voulais donner. Par rapport à ce que vous avez dit, mon département, la fonction publique, comme vous l'avez dit, est de trois membranes. La fonction publique, le travail et la modernisation. La fonction publique mauritanienne a 35 000 employés. Cette administration se distingue en administration centrale et en administration déconcentrée. L'action réelle du service public est la conception et la coordination de l'action de l'État sur le plan national. Donc, vous voyez, donc, c'est ça, le travail de la fonction publique, c'est l'administration, c'est le secteur public, c'est la coordination, la conception de l'action publique qui va être proposée à la population. Donc, si vous voulez, c'est l'activité administrative dans sa globalité générale et qui, aujourd'hui, nous allons voir dans le cadre de la fonction publique, dans le cadre du travail et dans le cadre de la modernisation de l'administration. Voilà, monsieur. Pour le moment, ce que je peux vous dire est... Commençons d'abord par la fonction publique. Améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Ça, c'est l'un de vos principes. Qu'est-ce qui a été réalisé? La fonction publique est un rapport, est une structure dans laquelle se trouvent des individus face à les individus. Les agents du secteur public font l'action publique pour le profit des populations. L'amélioration des conditions de vie des agents qui travaillent là. Nous sommes venus en 2019 et je ne parle pas, je ne fais pas de critique, même s'il faut la faire, je la fais de façon positive. On est en 2019, toutes les fonctions publiques africaines connaissent, si vous voulez, un désenchantement ou, si vous voulez, une petite rupture avec sa population. Donc, le premier jet qu'il fallait faire
il fallait réconcilier la population à son administration, à sa fonction publique. Et il fallait donner goût aux fonctionnaires. Il fallait lui redonner le moral. Il fallait lui donner la place qu'il lui faut dans ce cadre-là. Et le chef de l'État, dans ses engagements principaux, c'est de revaloriser le fonctionnaire et le remettre dans la place qu'il faut, parce que c'est le premier rempart pour réguler, pour favoriser les attentes des populations. Donc il fallait travailler par rapport à ça. Le fonctionnaire mauritanien, il fallait le mettre à sa place. Il fallait le valoriser, il fallait le ramener. Et nous avons fait beaucoup de choses par rapport à ça. La chose qu'il fallait le faire, il fallait qu'il comprenne déjà qu'il est le principal acteur du développement. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit faire ça à sa place. Donc il doit se créer des valeurs. Et la première chose que nous avons créée, c'est d'inscrire, d'instaurer des valeurs professionnelles à tous les fonctionnaires mauritaniens. La première valeur, c'est la légalité, le respect de la loi. Ça, on ne peut pas être fonctionnaire, on ne peut pas être ressources humaines sans faire référence à la loi. C'est la loi qui vous exige ici et c'est la loi que vous devrez démontrer. Ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur, c'est, si vous voulez, l'efficacité. On vous demande des résultats. Alors, c'est la deuxième valeur qu'on va vous demander, soyez efficace. Soyez troisièmement, prohibe, c'est-à-dire la probité. Hein? C'est le désintéressement. Le désintéressement dans le sens, je travaille pour le peuple. Troisième ou quatrième, si vous voulez, c'est la performance. On vous demande la performance. Il faut être performant. On n'est plus aujourd'hui dans le sens de la logique des moyens. Nous agissons dans la logique du résultat. Vous voyez, il y a une si vous voulez, on quitte d'une valeur d'échelle à une autre valeur d'échelle, où on n'est plus dans la logique des moyens, c'est le résultat qui est demandé. Et, M. Dali, la prochaine valeur qu'on a demandée, c'est d'être exemplaire. L'exemplarité est essentielle dans la gouvernance aujourd'hui. Si on n'a pas ces valeurs, on ne peut pas gérer un État. On ne peut pas être à la disposition d'un service, on ne peut pas être à la disposition des populations. Donc, le grand effort que nous avons fait, c'était de démontrer déjà, de remettre aux fonctionnaires ces valeurs-là. Et je peux vous dire que nous avons inscrit, nous avons sorti d'ailleurs un petit livret que je vous ferai cadeau si vous voulez à la fin, qui est là, c'est le lexique qui a été donné à toutes les administrations pour montrer que le fonctionnaire doit avoir des valeurs, ces valeurs essentielles à son action pour que le peuple y soit. Donc voilà le premier débat, le premier thème qui a été donné à tous les fonctionnaires. Bien sûr, le fonctionnaire aussi, c'est le mérite. Le fonctionnaire attend aussi d'évoluer. Il faudrait pour qu'il soit valorisé. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de dire ce que vous exigez du fonctionnaire. On exige mais en contrepartie, le fonctionnaire aussi, il a des droits. Il a des droits. Il appelle une contrepartie, ce qu'il est en train de faire. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Il a une contrepartie. Ces contreparties, c'est quoi? C'est la valorisation de ses moyens de travail. C'est d'abord son entourage, c'est le bureau dans lequel il travaille. Le milieu professionnel est très important. Pour travailler, pour rentabiliser quelque chose, il faut lui donner un espace dans lequel il peut travailler. Deuxièmement, c'est ses moyens pour les moyens financiers, il ne faut pas dire autre chose. Il faut que sa rémunération soit intéressante, soit intéressée. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour valoriser, qui sont dans le cours des événements, pour que le fonctionnaire ne se sente plus aujourd'hui à la recherche des besoins. Et je crois que tout ça aujourd'hui va se valoriser. Nous avons un problème qui est très essentiel aussi dans la valorisation des fonctionnaires, c'est de le former pour l'adapter au temps, pour l'adapter à l'espace, pour l'adapter à la modernité. C'est son droit. Il doit évoluer, et vous allez voir, dans le cadre de la modernisation, vous allez voir, nous allons vous parler de la formation continue que nous avons donnée, parce que les fonctionnaires mauritaniens doivent aussi être à la hauteur de ce qui se passe ailleurs. Donc, au-delà de ce que nous leur demandons, l'État, bien sûr, leur donne, et le chef de l'État met l'accent essentiel, c'est la valorisation de ses ressources, parce que seule la valeur de l'homme peut lui permettre de donner quelque chose à son prochain qui attend. Et je crois que ce lien social entre poser des questions et trouver des solutions, je crois que ça, c'est le point essentiel que nous sommes en train de faire aujourd'hui au niveau de la fonction publique. Quand on parle de la fonction publique, la première chose sur laquelle j'ai été interrogé, c'est la question de la retraite. Incontestablement, il y a trois aspects dans cette question qui ont été
ressentie positivement par l'ensemble des fonctionnaires, à savoir la hausse à 100% de la pension des retraités du secteur public. Je précise bien, le secteur public, ce qui est écrit. Doubler la pension des veuves retraités et leurs prestations d'assurance maladie. Troisième point, le paiement mensuel des pensions de retraite. Incontestablement, personne n'a eu mot à dire là-dessus. Mais en contrepartie, n'y a-t-il pas un revers de la médaille? Quand vous évoquez cela, c'est bien beau à voir, mais de l'autre côté, on a relevé l'âge de la fonction vers 63 ans. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un vieillissement de l'administration et un obstacle à l'emploi des jeunes? Voilà, c'est-à-dire que c'est l'un des engagements phares du président de la République, c'est de refonder ou de reformuler le régime des retraites. Donc, comme vous l'avez si bien dit, la réforme a été faite sur les deux phases. La première phase, c'est le rehaussement de l'âge, et la deuxième phase, c'est l'évolution de la pension. Je vais parler de la rehausse de l'âge. L'âge a été rehaussé parce que toutes les régions africaines, le monde d'ailleurs, même en Europe, on a constaté que toutes les caisses de retraite étaient déficitaires. Et il a été constaté que la seule chose pour que les caisses soient aujourd'hui acceptables ou qu'elles se renflouent un peu, c'est d'évoluer, c'est de rehausser l'âge. Et plus de pays l'ont fait, et la Mauritanie aussi, à l'instar des autres États, a trouvé qu'il est essentiel, plus on cotise, plus la caisse. Vous retardez quelqu'un d'aller en retraite 3 ans, donc vous gagnez 3 ans sur la pension qu'il gagne, plus ce qu'il va cotiser, déjà c'est important. Et bien sûr, la question est essentielle, vous laissez les gens rester au travail alors que d'autres sont dans la rue. La fonction publique a trouvé la parade par rapport à ça. Je vais vous dire, cette année, avec la valorisation des ressources, comme vous dites tout à l'heure, nous avons refondé la Commission nationale de concours. Avant, il y avait un quiproquo entre la structure mère, elle, et ses petits comités, mais aujourd'hui, je peux vous dire que la Commission nationale de concours est réellement bien faite. Et je crois que ça sera vraiment transparent. Il y aura plus, si vous voulez, tous ces éclaircissements, tous ces tiraillements, ou même des propositions au tribunal. Ça veut dire que ce problème de retraite, nous l'avons bien dit. Aujourd'hui, la fonction publique a recruté entre août 2019 et à l'heure actuelle, je peux vous dire 3 998 fonctionnaires pour l'année simple 19-2020. 3 998 chiffres, Commission nationale des concours. La retraite ne change en rien tout ce qui arrive au niveau de la fonction publique. Au-delà des concours qui vont se faire à l'école de santé, aux instituteurs, à l'école des professeurs, nous avons à peu près 15 000, si je ne me trompe pas, 1 500 plutôt par an. Et nous avons constaté que pour remédier au chômage, si on fait la retraite, si on rehausse la retraite à 63 ans, c'était deux choses. Il fallait créer des structures d'accompagnement au niveau de l'État, au niveau de la fonction publique. C'est ce qu'on a appelé, si vous voulez, les seniors, le coaching. Avant que je n'aille en retraite, pendant les 3 ans, je prépare un jeune qui est à côté de moi. Pendant que je pars, pendant 3 ans, il est formé et le jour où je pars, il y a la relève. Ça, c'est le coaching qu'on a installé aujourd'hui. Et deuxième chose, au-delà du concours traditionnel qui se passe de la fonction publique, il y a une forme de concours. Bien sûr, la fonction publique, on n'entre que par concours. Le concours est strict, c'est le seul modèle d'entrée. Pour rentrer, il y a une possibilité, ou deux. Vous rentrez, vous faites le concours, vous allez à l'école, vous vous formez, ou bien on prend des concours, on prend beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes diplômés, maîtrise, master et tout ça. On peut faire un concours, on les recrute, ils viennent dans l'administration, directement, ils ne partent pas à l'école, et ils ont un cursus pendant 1 an, c'est la stagiarisation, avant d'être titularisés, fonctionnaires et évoluer dans un endroit. Et ça, je peux vous dire que ça se passe très bien. Et le chômage dont on parle au niveau de la fonction publique, en tout cas, cette année, nous avons recruté à peu près 4 000. Et il y a possibilité sur 2021 que beaucoup de jeunes soient à la fonction publique dans le cadre de ce rapport de stagiarisation, concours direct, fonction publique, stagiarisation, vous apprenez pendant 1 an, votre stage est concluant et les jeunes, je peux vous leur dire de ne pas avoir peur par rapport à ça. Et ça, c'est le plan public. Sur le plan privé, le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse l'a bien développé.
Il y a des stages qui sont développés aussi au niveau du privé. Il y a beaucoup d'entretiens, beaucoup d'embauches par rapport au privé. Ça, je n'en parle pas, c'est le domaine d'un. Mais le gouvernement est solidaire, je peux en parler. En tout cas, sur le plan privé, il y a aussi des embauches. Il y a une autre stratégie de l'emploi des jeunes par rapport à la stagiarisation, par rapport à des stages, à l'apprentissage, où beaucoup de jeunes pourraient éventuellement rentrer. En tout cas, sur ce plan, la retraite ne pourra en aucune façon porter préjudice à l'emploi sur le cadre de la fonction publique. Ils sont comme tous les pays. Est-ce que vous avez tenu compte des métiers pénibles? Les métiers pénibles. 63 ans, c'est quand même assez long pour quelqu'un qui exerce un métier pénible. Je donne à titre d'exemple un chauffeur qui fait de longs trajets, un enseignant même, un instituteur à l'intérieur du pays, c'est un métier. Les métiers pénibles, vous en avez tenu compte? Bon, je ne sais pas, vous êtes en train de rentrer dans le domaine du privé. Au niveau de la fonction, je vais vous expliquer une chose. Dans le cadre de la retraite, nous avons deux régimes. Le régime public, ça l'État a créé la loi, 93-09, je suis devant les chefs de la fonction publique. Il est écrit clairement et nettement, la retraite à 63 ans est d'office. On ne demande pas si c'est pénible ou pas, vous avez 63 ans ou vous partez en retraite. Si vous parlez de pénibilité aujourd'hui, c'est que vous voulez rentrer dans le cadre du droit de la retraite privée que nous avons entreprise ces derniers temps. Il y a dernièrement une circulaire, circulaire, on en parle, parce qu'à un moment donné, elle ne concernait que les fonctionnaires de l'État. Et finalement, il y a, je crois, une semaine, il y a une circulaire qui est sortie pour dire qu'il faut mettre en instance, en stand-by, les retraités qui ne sont pas encore allés qui n'ont pas encore atteint les 63 ans au 1er octobre, c'est ça? Non. Un peu de précision, une précision là-dessus. Une précision essentielle. Oui. La circulaire qui est sortie ne concerne que le secteur privé. Seul le secteur qui est privé est bien sûr public, géré par le Code du travail et la convention collective. Ça ne concerne pas l'État dans le cadre de la loi 93. Donc la circulaire que nous avons sortie, c'est la retraite dans le secteur privé, géré, comme je dis, par la loi 67-039. C'est le Code du travail et la convention collective. La circulaire que nous avons faite est très claire. La retraite dans le privé est différente de la retraite dans le public. Dans le public, c'est l'État qui décide, il a fait sa loi, la retraite est à 63 ans, basta, c'est fini, on y va. Vous avez 63 ans, on vous fait votre notification et c'est parti. Seul pour les enseignants, pour terminer l'année scolaire. Dans le privé, la retraite est autre. Je vais juste un peu faire une rétroactive juridique ou peut-être... Dans le secteur privé, la retraite, il faudrait, c'est 63 ans, la loi disait 63 ans. Et bien sûr, comme le chef de l'État a fait un engagement pour toute la Mauritanie, le secteur privé aussi a dit, nous aussi, nous allons nous asseoir pour voir est-ce que nous pouvons faire quelque chose. Donc la retraite dans le privé se fait par les partenaires sociaux, les employeurs et les syndicats, les ouvriers par les représentants syndicaux. Bien sûr, l'État est partie prenante, c'est la tripartite. Donc le 1er octobre, ils ont fait la réunion. Ils ont décidé qu'eux aussi, comme le public, ils ont décidé d'allonger leur retraite à 63 ans. Et bien sûr, les travaux ont été pris. Il y a eu l'accord entre le 1er octobre. Il y a le Conseil national du travail et de la sécurité sociale qui a entériné la loi. Et les contingences sont telles qu'il a été sorti une circulaire pour dire que la retraite prend effet à partir du 1er octobre. Je vais expliquer pourquoi nous avons dit le 1er octobre. Je parle sous le contrôle des spécialistes du droit social. Un accord entre partis, c'est-à-dire les travailleurs et les syndicats, pourrait être une convention collective à la double exigence ou à la double condition si elle augmente ou elle apporte une amélioration à la réglementation en place ou si elle apporte une amélioration des conditions en faveur du salarié. Vous voyez? Et dans ce cadre-là, nous avons considéré, à tort ou à raison, je n'en sais rien, c'est à vous d'apprécier, en Mauritanie, l'allongement de la retraite, augmenter la retraite, c'est une condition favorable aux salariés. Donc dans ce cadre-là, nous avons considéré on peut considérer que cet accord est une convention collective. Et à partir de cette convention, il est de plein droit qu'une décision sorte pour dire les salariés et les employeurs ont décidé d'allonger en attendant l'adoption de la loi. Voilà la circulaire. Elle ne concerne pas le secteur public qui n'est pas géré
pas de truc. Il faut faire attention, il y a deux choses. Il y a des établissements publics à caractère administratif qui sont gérés par la loi 93 et les établissements publics à caractère industriel et commercial qui sont gérés par le Code du travail et la convention collective. C'est ceux-là que vous voyez dans vous dites secteur public. Ils sont du secteur public, mais ils ont un caractère industriel et commercial, donc gérés par le Code du travail et la retraite ne les concerne que. Et c'est pour vous dire que la retraite dans le privé, c'est différent. Bon, s'il faut rentrer, la rupture, avoir 60 ans aujourd'hui, c'est un motif légitime de rompre le contrat, tant par le salarié que par l'employeur, à la seule exigence qu'il informe l'autre partie et qu'il fasse respecter le préavis. Vous voyez, ça c'est dans le privé. Or, dans le public, ça n'existe pas. Vous avez 63 ans, on vous amène à la retraite. Vous voyez, or, donc dans le privé, arriver à 60 ans n'est pas une rupture automatique du contrat. Donc, ne peut aller en retraite que celui qui cesse son activité. C'est-à-dire, pour avoir une pension, il ne faut plus travailler. Donc, cette circulaire, il faut bien qu'on la comprenne. Elle règle le secteur privé en attendant que la loi soit... Et elle est d'ordre juridique. Comme je l'ai expliqué, la convention, le raccord, la date du premier, parce que ce sont ces deux partenaires qui cotisent. Personne d'autre ne cotise. L'État ne met pas en sous dans la cotisation de la sécurité sociale des entreprises privées ou des salaires privés. L'État ne cotise pas en sous. L'argent qui vient est cotisé. Bon, le rehaussement de la pension ne concerne pas, pour le moment, le secteur privé. Pour le rehaussement de la pension du secteur privé, ça c'est le plafonnement. Et je peux vous dire que le 21 décembre, les partenaires sociaux se sont réunis encore. Donc le patronat, les syndicats se sont réunis pour dire, bon, voilà, nous allons allonger la retraite à 63 ans, nous allons nous aussi voir le plafonnement. Pour les cotisations. Le plafonnement aux cotisations aujourd'hui en Mauritanie, le plafond est de 70 000. 70 000. Il a été reçu à 150 000. Vous êtes bien informés. Donc voilà, les patrons et les syndicats se sont rendus compte qu'ils étaient d'accord, qu'ils sont prêts à plafonner aujourd'hui à 150 000. Donc c'est plus que le double de ce qui va, vous voyez, ça revient à ça. Mais le plafonnement dans le secteur privé ne peut être pris que par les partenaires sociaux. L'État n'a rien à voir là-dedans. Donc ces différences, ça viendra après par rapport à une loi qui est là. Vous estimez, monsieur le ministre, que ce que vous donnez à des retraités est suffisant? Est-ce qu'il y a un plafonnement? Bon, quel retraité? Les retraités de la fonction publique. C'est en fonction de quoi? C'est par rapport à... Bon, bien sûr, rapport à leur salaire. Bon, ça c'est tout ce qui relève des finances. Je ne suis pas financier. Je ne suis qu'un juriste. Nous savons qu'aujourd'hui, la retraite, pour que nos caisses soient réellement et des moyens, il fallait allonger la retraite. Maintenant, au niveau de la pension, au niveau de la valorisation, le secteur des finances trouvera bien sûr les moyens pour rehausser tout ça. Le président de la République a rehaussé à 100% la base déjà, donc je crois que ça c'est déjà un rehaussement important pour la population. Est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs retraités qu'ils peuvent dès la fin de ce mois bénéficier des 100%? Le président de la République a dit à partir du 1er janvier. Donc je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est formel. Le régime de la sécurité sociale, quelle est la situation actuelle? Le régime? Le régime de la sécurité sociale. C'est-à-dire je voudrais que vous nous donnez une idée sur le fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Comment ça se passe? Le régime, il est comment? Comment ça se fait? La sécurité sociale, vous savez, ça c'est de l'argent qui vient des employeurs et des salariés. Vous connaissez donc? Vous avez un salaire, l'employeur cotise 14%, le salarié cotise 1%. Et c'est cet argent qui est versé au niveau de la caisse de retraite. Et la caisse de retraite, bien sûr, c'est, si vous voulez, cette structure sociale de solidarité qui paye ses pensions aux individus qui ont travaillé et qui ont cotisé de façon légale durant tout le cursus. Donc, la sécurité sociale est une administration sous la tutelle de la fonction publique, bien sûr. Elle est aussi aujourd'hui dans la rénovation que nous voulons faire. Cette loi 76-039 concerne la sécurité sociale. Elle est, je voulais, très ancienne. Elle est de 67. Vous voyez, je peux vous dire qu'elle était libellée, si vous voulez, en francs CFA en ce temps-là. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de la rénover. Et au niveau de la sécurité sociale, nous avons une vision aussi importante.
tous les pays du monde aujourd'hui ont constaté que la sécurité sociale, la pension au niveau de la sécurité sociale doit dépasser simplement les travailleurs. Elle doit même arriver à celui qui travaille pour soi-même. L'indépendant, prenez la CNAM aujourd'hui, tout le monde a droit à une CNAM si vous pouvez faire votre propre assurance aujourd'hui. Pourquoi la sécurité sociale? N'importe qui aujourd'hui, si vous faites votre petite affaire à côté, vous pouvez cotiser chaque mois 100 ouguiya, 200 ouguiya. Le jour où vous ne pouvez plus, vous avez une pension. Nous pensons à revaloriser aussi ce système pour que la caisse de sécurité sociale soit cette caisse de solidarité qui puisse aujourd'hui intervenir pour la vie future de tous ceux qui ont donné un effort à la construction nationale. Cette sécurité sociale, bien sûr, elle est à rénover, elle est comme toutes les structures. Monsieur le ministre, vous ne trouvez pas que le SMIC en Mauritanie est trop bas? N'oubliez pas aussi que la Mauritanie aussi est un pays aussi qui n'a pas aussi, ne pensez pas au SMIC de la France, nous donnons plus que d'autres pays. Le SMIC mauritanien, vous le trouvez plus lourd que d'autres SMIC aussi. Chaque pays a ses contingents, chaque pays. Pour le moment, l'effort national demande à ce SMIC, je crois qu'il est essentiel que tout le monde rebrousse ses chemins, ses manches pour qu'on puisse arriver à plus que ce que vous voulez aujourd'hui. Y a-t-il une différence entre la protection sociale et la sécurité sociale? Aucune différence. La protection sociale, c'est dans le cadre de la santé. Et le plus global? Le global, c'est la sécurité sociale qui va prendre tout ce qui est médecine du travail, tout ce qui est santé, tout ce qui est pension, veuvage, orphelinat, etc., etc. Comment se porte la médecine du travail dans le pays? Nous sommes venus à un moment donné où cette médecine du travail, tous les textes d'application n'étaient jamais pris. Depuis qu'elle a été créée, depuis qu'elle a été transformée en EPIC. Et je vais vous dire aujourd'hui que cette médecine du travail, elle est obligatoire dans le Code du travail. Toute entreprise qui a plus de 750 employés est obligée d'avoir un dispensaire médical. Et aujourd'hui, nous avons pris tous les textes relatifs. Aujourd'hui, nous avons pris les 2 décrets essentiels qui manquaient à la performance de la médecine du travail sont pris, plus les 6 arrêtés qui restaient ont tous été pris en 2019-2020. Aujourd'hui, la médecine du travail est à point pour s'installer. Et aujourd'hui, je vais vous le dire, nous avons ciblé toutes les entreprises qui sont là. Et 2021 sera l'année phare où toute entreprise dépassant 750 employés est obligée d'avoir une médecine du travail. Parce que la médecine du travail, c'est la santé du travailleur. La médecine du travail, elle arrive à votre embauche. Elle arrive aussi au moment où vous êtes malade. Comment vous surveiller? Comment vous allez reprendre votre travail? Je crois qu'on ne peut pas améliorer les conditions de travail d'un salarié s'il n'y a pas un médecin spécialisé qui le suit aussi. Et je crois que la médecine du travail en Mauritanie aujourd'hui a ses moyens, elle a ses capacités pour se développer de façon beaucoup plus exponentielle. Et ça, nous avons aujourd'hui les moyens et nous n'avons pas pu amener le directeur en raison parce qu'il fallait l'espace, il fallait diminuer, donc on ne l'a pas amené, mais c'est une médecine du travail qui est performante aujourd'hui, qui a ses moyens et qui a ses textes d'application qui lui manquaient. Et ces textes ont été pris, ils sont d'actualité, ils ont été pris de façon légale, et ils existent, ils sont aujourd'hui en action. Monsieur le ministre, quels sont vos rapports, les rapports du ministère de la fonction publique avec les centrales syndicales? Nous sommes le ministère de tutelle qui travaille avec tous les partenaires sociaux. Donc avec les syndicats, je crois que depuis qu'on est venu, nous n'avons eu aucun accroc. Avec les syndicats, ça a été vraiment le grand amour. Excusez-moi du terme. En tout cas, nous n'avons pas, je parle sous le contrôle du directeur du travail, les syndicats, nous n'avons aucun problème avec eux. Toutes les actions que nous avons prises, nous avons demandé l'avis des syndicats. Nous ne sommes pas, je ne sais pas si on est rentré dans le cadre du travail. Lorsque nous avons commencé à revoir toutes les lacunes, toutes les insuffisances du Code du travail qui date de 2004, nous avons consulté toutes les centrales syndicales, qui sont au nombre de 37 aujourd'hui. Il n'y a pas une centrale syndicale qui ne nous a pas envoyé ce qu'il a à dire sur l'amélioration à faire. Sur la convention collective, c'est la même chose. Tout ce que nous avons fait sur les consultations, nous l'avons fait. Je vais vous donner un exemple. Pendant la lutte, la première pandémie, nous avons travaillé avec toutes les centrales syndicales. Nous avons sorti une somme importante, nous avons payé des denrées, nous avons payé beaucoup de choses, remises aux centrales syndicales pour qu'elles participent elles aussi à leur niveau dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ça démontre aussi que nous avons une collaboration étroite avec les syndicats. Et dans les structures des entreprises aujourd'hui, nous travaillons aussi avec les syndicats et je vais vous dire, si vous voulez anticiper,
Les syndicats aujourd'hui sont très contents de ce que nous avons fait. Depuis 2014, il n'y a pas eu de délégué du personnel en Mauritanie. Et depuis quelques temps, nous avons levé cette ambiguïté. Toutes les entreprises sont en train de d'élire aujourd'hui leur délégué du personnel, ce qui veut dire que les syndicats quand même savent que nous avons quelque chose, collaboré avec eux et nous avons laissé lever beaucoup d'handicaps. Je vous laisse continuer dans le domaine du travail parce que c'est le chapitre que nous allons attaquer. Donc dans le travail, nous sommes venus, bien sûr, comme disent les philosophes. La première des choses qu'il faut constater, c'est que les textes sont vétustes. Les textes sont vétustes, bien sûr, les textes sont vétustes. Donc, comme j'ai dit, le code, il est de 2004. Il y a des choses qui ne sont Convention collective. Convention collective 46 ans. de 1974. Donc, aujourd'hui, nous avons le code du travail, je peux vous dire, pratiquement, nous l'avons terminé, vraiment, avec toutes les nouvelles lois que nous allons faire, le raccordement que nous allons faire, les innovations que nous allons faire. Bien sûr, le Covid est venu, ça a un peu retardé beaucoup de choses. Le ministère de la fonction publique, c'est un ministère de textes. C'est vraiment les textes. Nous avons pris le code et nous avons fait les partenaires, des experts, nous avons étudié en groupe et nous avons aujourd'hui un texte très propre que nous allons prochainement, dans les visions, les perspectives de 2021, sortir un code nouveau avec de nouvelles perspectives, avec de nouvelles ouvertures. Et je vous le dis tout de suite parce que nous avons aussi créé un Conseil national de dialogue social qui n'existait pas dans notre code. Vous voyez, tout ça, ça démontre qu'on est en train de valoriser l'outil principal de relations professionnelles qui existe, c'est le code du travail. Si ce code n'est pas adapté au temps et à l'évolution des mœurs de travail, il n'y a aucune possibilité d'évoluer et de garantir les droits et les obligations des uns et des autres. Donc ce code du travail, il est bien, il est là prêt, on va le sortir, Inch'Allah, au cours de l'année 2021 par rapport à ça. Ça, c'est un texte essentiel. La convention collective. La convention collective, il ne faut jamais l'oublier, elle ressort des partenaires sociaux. Ce n'est pas l'État qui fait la convention collective. La convention collective, c'est les employeurs et les salariés. Elle est faite en 1974. En 1974, en Mauritanie, on avait quoi? 2 métiers, je crois. 2 ou 3 métiers, ça ne dépassait pas ça. Et il y avait combien de syndicats? 1 ou 2. Donc aujourd'hui, nous sommes combien? Il y a une floraison de métiers. 37. Et aujourd'hui, nous sommes 37 syndicats. Je crois qu'il est temps qu'on change cette convention. Et cette convention aussi, bien sûr, est en étude. Ça demande énormément de temps, énormément d'expérience. Et comme nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé, nous faisons référence à beaucoup de droits comparés, à beaucoup de recherches par rapport à l'environnement régional qui nous entoure, international qui nous entoure. Et n'oublions pas aussi que nous agissons dans le cadre du droit international du travail. Nous avons le BIT à côté qui a un droit international. Donc tout ça, nous l'englobons pour pouvoir sortir une convention collective qui ressortira aujourd'hui les vues, les enjeux du développement, les rapports de collaboration et de résolution de conflits entre les partenaires sociaux. Donc ce texte aussi, il faut le renouveler pour l'adapter au temps. En préparant l'émission, j'ai eu à avoir quelques questions de certains téléspectateurs qui m'ont demandé de poser la question de savoir à quoi sert l'inspection du travail puisqu'elle est incapable elle-même d'appliquer ses décisions. Quand un employé se plaint, on étudie son dossier, on essaie de faire les réconciliations entre l'employeur et l'employé. Si ça ne marche pas, on vous envoie au tribunal du travail. Certains se plaignent même parce que, par exemple, quelqu'un qui est un EMA, qui pose un problème, il faut qu'il vienne en workshop pour le tribunal du travail. Pourquoi ce dysfonctionnement-là? Il n'y a pas assez de tribunaux de travail dans l'ensemble du pays. Nous sommes arrivés, bien sûr, comme toutes les administrations au départ, j'ai dit, il y a toujours des insuffisances qu'il faut coller. Les inspections du travail en Mauritanie, aujourd'hui nous avons, alhamdulillah, il restait 2 inspections qui n'existaient pas, on les a refaites, le Guidimaka et le Taga. Donc ça fait toute la Mauritanie est aujourd'hui couverte. Dire que l'inspection ne fait pas son travail, je crois que c'est aller trop loin. Le ministère du Travail ne fait que la légalité et le contrôle de la légalité. L'inspecteur du travail contrôle le respect de la légalité, le respect du droit du travail. S'il y a un conflit, l'inspecteur du travail constate, on lui fait le conflit, il le constate, il fait la conciliation. S'il n'arrive pas à faire la conciliation, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un PV de non-conciliation. Et à vous d'aller voir le contentieux. Dans toutes les procédures de droit, vous avez la conciliation et vous avez le contentieux. Si vous n'arrivez pas à régler, l'inspecteur fait tous les moyens de vous réconcilier.
dans la voie sociale que vous connaissez, vous avez la médiation. L'inspecteur, c'est le médiateur. Il arrive à trouver, c'est bon. Il préfère ça d'ailleurs, pour que les partenaires et tout ça. Mais s'il n'arrive pas, l'individu a son droit d'aller au contentieux, tant dans le public que le privé. En tout cas, maintenant, les inspecteurs ne peuvent pas mettre. Il fait son PV, et de non-conciliation, vous allez voir le tribunal. Vous avez raison, si vous dites qu'il y a des directeurs qui manquent, bien sûr, mais le chef de l'État, dans la modernisation de l'État dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de retrouver toutes les structures adaptées, proches de la population. La proximité de l'administration à l'usager est un élément phare des engagements du chef de l'État. Et je crois que ça aussi, c'est dans le cadre de la modernisation que vous avez aujourd'hui, c'est de proposer à toutes les administrations d'être plus proches des citoyens. Vous n'allez pas quitter Néma pour venir, donc c'est tout ça, c'est dans le cadre. Mais l'inspection, nous constatons l'infraction. Il y a même des entreprises qui font des infractions. L'inspecteur constate l'infraction, qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie au procureur. Il l'envoie au procureur de juger le reste. Maintenant, vous allez dire, bon, je ne sais pas comment ça va se faire, mais nous faisons le travail convenablement. Et ces inspecteurs, je peux vous dire, c'est un travail difficile, noble, et il faut les mettre dans des conditions nobles. L'inspecteur du travail est en face d'une entreprise. L'entreprise, c'est le patronat, face à des ouvriers qui travaillent pour le salaire. Et lui, il est là pour constater la manière dont vous agissez avec ce salarié. S'il constate une infraction, il l'a fait, etc. Donc, ils sont dans des conditions. Et nous avons lutté. Et je lutte aujourd'hui pour l'amélioration réelle des conditions de ces inspecteurs qui sont vraiment au premier plan du respect de la légalité, du respect des droits et surtout qui couvrent le faible. Le faible, c'est le salarié. Ils sont présents sur l'ensemble du territoire national. Ils sont présents sur l'ensemble du territoire avec les moyens qu'ils ont et nous constatons, nous continuons pour qu'il y ait plusieurs moyens pour pouvoir vraiment que tous ces droits des travailleurs soient respectés dans les meilleurs délais. Le Conseil national du dialogue social, c'est ça? C'est une structure qui a été récemment mise en place ou elle a été réformée? Bon, elle existait, mais elle a été faite par arrêté juste pour faire des élections. Ce n'est pas ça son rôle. Un Conseil national du dialogue social, si vous voulez, c'est une structure de veille qui doit être aujourd'hui la structure qui capte toutes les informations relatives à l'amélioration des conditions de travail, etc. Donc c'est une structure de projection d'avenir et qui va projeter. Donc on va faire la rencontre de trois acteurs. L'État, les syndicats et le patronat. Ils trouvent ensemble, ils vont discuter de toutes les questions relatives au travail. Et c'est un instrument qui va aider le gouvernement dans la réflexion, dans la prise de décision des actions relatives à l'amélioration des conditions. Aujourd'hui, nous avons le Covid. Le Covid est arrivé, la pandémie est arrivée, ça a créé des bouleversements socio-économiques terribles. Il y a eu beaucoup de chômage. Beaucoup de chômage existe dans le monde aujourd'hui. Actuellement, les conseils nationaux du dialogue social sont tous en train d'étudier la possibilité par laquelle il faut résorber ce chômage. C'est des études de prospection. Et je crois qu'en Mauritanie, nous avons bien fait aussi de créer cette structure qui va aujourd'hui travailler en collaboration avec des experts. Et donc c'est une structure qui va être là et je crois qu'elle est bienvenue. Elle a été demandée d'ailleurs par le BIT. Le BIT est très content aujourd'hui de nous d'avoir créé cette structure qui est demandée par lui et qui va nous aider aussi à pouvoir trouver les solutions adaptées à notre condition de travail, à l'amélioration des conditions de travail et surtout de nous trouver, si vous voulez, des moyens pour que les salariés mauritaniens aussi soient à la hauteur de ce qu'ils attendent. Vous avez parlé du BIT, cela m'amène à vous demander quels sont les rapports entre la Mauritanie et les organisations de travail internationales. Est-ce qu'il y a des Mauritaniens encore dans des organisations internationales? La Mauritanie est présente dans toutes les organisations internationales. Ça, je crois qu'il y en a énormément. J'en connais quelques amitiés, quelques relations. J'en ai rencontré dans ma vie professionnelle. Et le BIT, nous avons de très bonnes relations. Et d'ailleurs, je peux le dire haut et fort aujourd'hui, que nos relations s'améliorent. Nous sommes venus à un moment donné où le BIT nous demandait deux choses. Vous n'avez pas de délégué du personnel, vous n'avez pas de syndicat représentatif. Ça, c'est deux
des revendications essentielles au BIT. Dans chaque pays, le délégué du personnel, c'est une obligation. Et bien sûr, au niveau du BIT, dans le Conseil national, le Conseil d'administration, les syndicats représentatifs, c'est essentiel, c'est obligatoire. En Mauritanie, depuis quelques années, il n'y a pas eu d'élection. Donc, on ne connaît pas les syndicats les plus représentatifs. Et d'ailleurs, on nous a souvent étiquetés au conseil d'administration parce qu'on ne l'a pas fait. Et dans les perspectives actuelles que nous avons, et je félicite le gouvernement mauritanien qui a pris la décision phare de subventionner cette année les élections professionnelles. Et je peux vous dire que nous avons une somme assez importante, je ne vais pas la dire importante, qui va nous permettre, dès le 1er mars ou la première quinzaine de mars, de lancer les élections professionnelles en vue de trouver les syndicats les plus représentatifs en Mauritanie. Et cette projection, cette action aussi, cette innovation aujourd'hui a été saluée par le BIT et ça démontre aujourd'hui que nos relations sont très importantes aujourd'hui avec le BIT qui est prêt d'ailleurs à nous accompagner. Et c'est comme l'Organisation arabe du travail. Nous n'avons aucun problème avec cette organisation. Nous sommes à jour même dans les cotisations. Le BIT, nous sommes à jour dans les cotisations. Il y avait ce petit problème d'élection que nous n'avons pas projeté avec eux. Aujourd'hui, il est lancé, il est bien étudié. Les études sont en train d'être faites dans les deux secteurs, le secteur privé et le secteur public, pour que toutes les règles d'élection se fassent. Les élections professionnelles, c'est comme des élections politiques. Donc il faut trouver les règles, il faut trouver les moyens. Et Inch'Allah, au mois de mars, nous allons lancer. Et d'ailleurs, le Conseil national du dialogue social nous aidera beaucoup à faire ce jeu-là. Deux questions, avant de vous permettre d'évoquer les défis et les perspectives de manière très brève. La première question est celle qui porte sur 4000 prestataires de services éducatifs qui ont fait un concours, qui sont admis et qui se plaignent jusqu'à présent de ne pas être au même niveau, surtout des primes, que leurs collègues qui sont les officiels. Vous parlez de prestataires de services. Exact. Les enseignants. Oui. Qui dit prestataire de services fait référence à un contrat. Vous êtes prestataire de services, vous faites un contrat. Donc ils ont un contrat avec l'éducation nationale. Donc c'est là, je peux vous dire, ils ont signé un contrat et je crois que le contrat, si on le signe dans ce contrat-là, il y a des droits et des obligations. Donc l'employeur, c'est l'éducation nationale. Ils ne sont pas fonctionnaires. Donc, pour moi, leur contrat, ce sont des prestataires de services. Ils ont signé un contrat avec l'éducation nationale et s'ils veulent être fonctionnaires, au ministère de l'Éducation nationale, d'organiser un concours dans le cadre de la loi. Et le concours va être vu par la Commission nationale des concours et je crois que celui qui admet va rentrer soit par la voie de la formation à l'ENI, soit par la voie directe pour les stages. Et je peux vous dire, une communication est passée rapidement pour ces stagiaires, s'ils veulent, il n'y a rien. Pour le moment, ils sont prestataires de services. Vous, aujourd'hui, la télévision, vous prenez quelqu'un pour vous nettoyer la maison, il est prestataire de services, vous signez un contrat avec lui. Maintenant, tous ses droits et ses indemnités sont dans son contrat. Et je crois que je ne connais pas le contrat des prestataires, mais en termes de droits, c'est un contrat qui les lie. Ils ont évoqué le décret 50-2019 qui stipule expressément qu'ils sont égaux que les salariés, etc. Passons donc à la deuxième question qui concerne les employés de l'ENER. Il semble qu'il y a leur délégué ou un accord avec le ministère de l'équipement et des transports et le ministère de la fonction publique, selon lesquels ils sont prioritaires dans les recrutements et qu'ils auront un rappel. Qu'en est-il en réalité? Bon, ces employés de l'ENER, il faut que je vous dise tout de suite que l'ENER ne dépend pas de la fonction publique. L'ENER, c'est l'équipement. ATTM, c'est l'équipement. La fonction publique n'est là que pour la légalité. La fonction publique a été associée à ce dossier pour simplement regarder la légalité. L'aspect légal. L'aspect légal. Conformité avec les lois et les textes, etc. Donc ce texte, nous avons rencontré leurs représentants avec mon homologue de l'équipement. Nous avons travaillé avec eux. Nous avons travaillé et nous avons fait une communication en Conseil des ministres et la communication suit son cours. Et je crois qu'il faudrait que les gens apprennent à attendre la fin des événements. Pour le moment, la fonction publique ne fait que le contrôle de la légalité. Maintenant, pour tout ce qui est de priorité à l'emploi, il faudrait qu'on fasse attention à ce phénomène. La priorité à l'emploi, n'est pas exigible, n'est pas un droit. On ne dit pas que vous êtes l'ENER aujourd'hui parce que l'ENER n'existe plus, il y a une nouvelle société, les gens sont prioritaires, non.
Nous n'avons pas, en tout cas pour le moment, cet accord, nous avons travaillé avec l'équipement sur ça. Nous avons fait une communication au Conseil des ministres. La communication continue son cours et il faudrait qu'on attende pour le moment. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ça. Le reste, pour ce que l'équipement est beaucoup plus... Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés au cours de l'année 2020? Les grands obstacles à la réalisation de... Les grands obstacles, bien sûr, je vais vous dire, c'est la pandémie. Oui. La pandémie nous a réellement mis beaucoup de difficultés, nous avons eu là-dedans. Et je peux vous dire que les engagements du chef de l'État sont bien respectés. Et la fonction publique qui est membre de ce gouvernement collégial travaille fortement pour que tous ces défis dans lesquels nous sommes aujourd'hui, il y a des défis. Parce que l'administration doit s'adapter, comme je l'ai dit. Il y a une administration nouvelle, il y a des moyens nouveaux, il y a des mœurs nouvelles. Cela doit vous amener à parler de la modernisation de l'administration. Et surtout que les attentes de nos populations évoluent. C'est ça aujourd'hui les grands défis. Nous ne sommes plus dans les années 60. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, 2021. Les attentes évoluent, donc l'administration doit évoluer. Voilà le grand défi. Et cette administration, aujourd'hui, il faut qu'elle soit beaucoup plus active, beaucoup plus proactive, beaucoup plus attrayante. C'est ça qui est aujourd'hui le grand défi que nous avons. Et la modernisation dans ça, c'est là où on revient à la modernisation. Où pour nous, aujourd'hui, moderniser une administration, c'est de moderniser les consciences. Que l'individu que nous avons aujourd'hui derrière un bureau sache qu'il représente un peuple. Ça, c'est déjà important. C'est la conscience professionnelle. C'est l'éthique que nous voulons aujourd'hui inculquer à tous les fonctionnaires mauritaniens. Le grand défi, il est là. Quand on a cette éthique, cet aspect professionnel qu'on représente la population, je crois que ça va aller. Et c'est dans ce cadre-là, pour l'adapter, pour la modernisation, le grand défi aujourd'hui, c'est que nos fonctionnaires doivent évoluer avec la modernisation. Et c'est dans ce cadre que nous avons créé tout dernièrement, une communication a été faite pour la formation continue. Cette formation continue, aujourd'hui, que nous allons faire avec tous les départements. Tous les départements seront initiés. Chaque département a un point focal qui va assister à un comité, qui va assister avec un comité technique pour sortir les besoins en formation de tout le personnel que nous avons, de tous les fonctionnaires que nous avons, comme je l'ai dit au départ. Nous avons 36 000, 35 000 fonctionnaires. Nous avons aujourd'hui 8 100, 8 200 fonctionnaires qu'il faut aujourd'hui adapter à la nouvelle évolution. Et ils demandent des formations. Toutes catégories confondues, A, B, C, tout le monde doit se former. Et nous allons aujourd'hui sortir les besoins de l'administration. Chaque ministère a un point focal qui va assister, qui va voir avec nous les besoins de son administration, pour comment ils veulent être formés, ce qu'ils veulent faire, et avec l'ENA, avec les personnalités ressources, les écoles privées, les experts internationaux, parce que c'est comme ça que ça se passe. On va essayer de former nos gens. Voilà le grand défi que nous avons. Et je crois qu'aujourd'hui, la revalorisation de ces ressources, c'est notre grand défi. Aujourd'hui, la performance qu'ils nous ont demandée, les résultats qu'ils nous ont demandés, l'efficacité qui est demandée aujourd'hui dépend de la valorisation que nous allons faire de nos fonctionnaires. Et je demande à tous les fonctionnaires d'assister, de participer à cette formation continue qui prend effet au mois en 2021, dès les premiers mois. C'est ça qui va nous apporter les résultats, la performance que nous avons demandé. Et ce qui est aussi important, c'est que nous voulons aujourd'hui une administration nouvelle, une administration qui lie réellement le contrat qui les lie au service public. Nos fonctionnaires, il y a un moment donné, le contrat social est coupé entre le fonctionnaire et le service public. L'absentéisme, etc. Tout ça, c'est revenu aujourd'hui dans la légalité. L'absentéisme. Je vais vous dire une chose. Nous avons, le président de la République, dans son programme, a insisté sur un fait très important, et je voudrais en parler. C'est la séparation des emplois politiques et des emplois techniques. Ça, c'est très important. C'est ça aujourd'hui que le défi majeur qu'on va faire. Laissons à l'État, laissons au chef de l'État tous les emplois d'ordre politique à sa nomination. Et il y a des emplois techniques d'encadrement qui sont là. Et il y a un décret qui a été fait, qui est fait d'ailleurs, qui est à la lecture, à l'appréciation de Monsieur le Premier ministre, un décret tout fait pour faire la différence entre les emplois politiques et les emplois d'encadrement. Et vous verrez bien que ces défis que nous sommes lancés
c'est le défi de la méritocratie. Il faut mériter ce qu'il y a. C'est la méritocratie, le poste politique est réservé, bien sûr, chef de l'État, la prestation du chef de l'État, mais tout le reste, pour quitter chef division à chef service, il y a un diplôme, il y a des années qui sont demandées, etc., de vice-versa, partout. Donc ce décret va sortir en 2021, et vous allez voir, c'est le défi majeur que nous avons, la performance, l'égal accès aux emplois et le mérite qui est donné. Et bien sûr, derrière le mérite, nous avons aussi un autre défi, qui est celui de la sanction. Il faut ça aussi, ça va de pair. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire je vais rester dans une administration, je ne fais rien sans être sanctionné. Quand on met ces deux choses, le mérite, la sanction, c'est la hiérarchie. Voilà, le mot est là, lancé, la hiérarchie par rapport au mérite, par rapport à la sanction. Vous voyez, voilà nos grands défis. Et je crois qu'aujourd'hui, la fonction publique s'est donné ces défis-là, que ces choses doivent être aujourd'hui ancrées en nous. Et je veux vous dire une chose, je crois que vous l'avez supposé, depuis qu'en tout cas moi je suis au gouvernement, depuis que ce gouvernement existe, toutes les nominations qui ont été faites en Conseil des ministres, je le dis haut et fort, vous allez voir, tout est promotion interne. Tout est promotion interne. Voilà, vous les gens qui étaient directeurs adjoints, mon directeur, chef de service, directeur adjoint, vous l'aurez constaté à 99%. Donc vous voyez ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la valeur à l'homme, la valeur aux fonctionnaires est accordée, le mérite est accordé et bien sûr la sanction est accordée. Et nous allons mettre aussi en sens un autre défi que nous avons, c'est sur les agents de contrôle. Pour qu'une administration fonctionne, il faut bien un contrôle. Il faut bien un contrôle. Les inspecteurs internes doivent être ceux-là aussi. C'est ceux-là aujourd'hui qui doivent aussi travailler. Nous avons ce défi et nous allons le faire. Nous sommes en train de le faire. C'est l'éthique professionnelle. Ils doivent apporter les informations. Ça, c'est important, le contrôle, et tout ça. Donc, voilà les gros défis. Et pourtant, qui sont à notre portée. La pandémie est venue nous retarder un peu, mais je crois que 2021, Inch'Allah, sera une année où toutes les réalisations qui n'ont pas été pu faire à 100% en 2021, en 2020 vont être faites, Inch'Allah, dans le délai. Espérons-le, mais je suis certain qu'ils sont nombreux des PNP à nous regarder en ce moment comme téléspectateurs. Où en êtes-vous avec leur dossier? Vous savez, nous sommes arrivés, les PNP, il y avait un processus qui a été entrepris. Au moment où on arrivait, les PNP étaient dans un flou juridique. Ils ne savaient pas où ils étaient. Étaient-ils fonctionnaires, étaient-ils contractuels, étaient-ils PNP, comme on le dit. Ce sont des contrats actuellement. Donc l'étude a été faite, la liste a été assignée, ils ont fait toute la procédure. Et aujourd'hui, les PNP, depuis quelques mois, ils ont tous un indice. Ils sont payés, ils ont la CNAM, ils ont la retraite. Le reste vient petit à petit. L'administration mauritanienne aujourd'hui, la loi que nous avons en 1993 concerne les fonctionnaires et les agents contractuels qui sont, ces PNP seront contractualisés dès la fin du processus. Il y a un décret qui est pris en leur sens. Aujourd'hui, ils sont bien valorisés. Ils ont les mêmes engagements individuels que collectifs, comme les fonctionnaires. Ils sont rémunérés, ils sont sanctionnés, ils méritent comme eux. C'est leur procédé est un processus qui va finir. Il faut, à la fin de, je crois, 2021, ça va se régler pour définitivement, pour être en conformité avec le décret qui les prend comme des éléments contractuels de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui... Ils doivent avoir les mêmes avantages que les autres. Quelle est la différence? C'est le mot, c'est la différence. C'est le mot fonctionnaire et contrôle et contractuel. Le fonctionnaire par le concours, le contractuel, c'est par un contrat qu'il a avec l'administration. Mais ils ont les mêmes avantages. Dans l'évolution, dans les trucs, sortent, bien sûr, il y a l'évolution, il y a des difficultés souvent qu'on ne comprend pas. Mais pour le moment, je crois que le processus est en cours. Ils n'ont qu'à aussi accompagner la volonté de construire cet État petit à petit. C'est ça que je leur demande aussi, soyez patients. Un texte prend du temps souvent, mais le processus est bien lancé. Ils ont un indice aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas d'indice, ils étaient tous... Actuellement, il y a un indice, ils ont la CNAM, ils ont la retraite, et petit à petit, le reste viendra avec... Monsieur le ministre, le temps qui nous est imparti est terminé. Je rappelle à mes chers téléspectateurs que l'invité de l'émission était M. Kamara Saloum Mohamed, qui est ministre de la fonction publique, du travail, de la modernisation de l'administration. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Chers téléspectateurs, continuez de suivre la télévision de Mauritanie. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.
اللهم إننا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا مجيب دعوة المضطرين، نسألك بحق ذاتك العلية وبحق أسمائك الحسنى وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق جميع الأنبياء والصالحين